Alors bienvenue dans ce deuxième tutoriel consacré à la 3D. Dans ce mode, aujourd'hui nous allons voir comment faire de l'animation procédurale dans ce mode et comment utiliser les modifieurs. Alors si vous n'avez pas vu le premier tutoriel consacré à la 3D, je vous incite à le voir car il y a plusieurs principes fondamentaux sur lesquels je ne reviendrai pas ici. Alors je vais commencer par créer un plane, donc clic droit plane, et par lui afficher une surface, lui afficher ses points, donc en faisant un renderer box point, dont je vais diminuer légèrement la taille, voilà, et je vais augmenter la taille de mon plane, et je vais lui rajouter aussi un renderer de ligne. Donc pour ça je vais utiliser un tickline, que je vais changer non plus en linéaire gradiente, mais en uniforme blanc, voilà. Et voici mon canevas de base, c'est-à-dire un plane affiché de trois manières, c'est-à-dire ses edges, ses points qui sont symbolisés par ces box, et puis sa surface. Alors maintenant je vais créer un modifieur sur ma géométrie. Alors un modifieur, pour y avoir accès, je vais faire un clic droit sur la géométrie que je veux modifier. Et ces modifieurs sont divisés en 4 catégories. Attribut qui va changer les attributs des points, c'est-à-dire leur taille, leur couleur et leur orientation. Distort qui va permettre d'agir sur la position de ces points dans l'espace. Operator qui va permettre de générer ou de supprimer des points. Et enfin Utility sur lequel je ne viendrai pas pour le moment. Alors pour commencer, je vais créer un modifieur de couleur, donc attribut colorize, et je vais mettre cet attribut en rouge. Alors par défaut, un modifieur il agit sur l'ensemble des points d'une géométrie, et bien sûr, ce modifieur je peux en moduler l'intensité. Alors là, si je passe de 0 à 100%, voilà ce qu'il se passe. Et un masque, eh bien ce sera comme en 2D, je vais faire un clic droit sur mon modifieur, et là, dans masque, j'ai accès à un ensemble de masques. Je vais utiliser la sphère pour commencer, qui est l'équivalent plus ou moins en 2D du radial masque. Et là, on voit ce qui se passe. Eh bien, au centre de ma sphère, j'aurai mon effet qui sera appliqué à 100%, et à l'extérieur de ma sphère, mon effet qui sera appliqué à 0%. Alors là, je peux modifier, bouger mon masque de sphère dans mon viewport parce que j'ai activé l'edit mode. Donc ne pas oublier d'activer l'edit mode si on veut bouger le masque. Alors pour voir un peu plus précisément ce qui se passe, dans ma sphère, je vais modifier son exponent pour le mettre à 0. Et là, on voit littéralement, alors je vais afficher que la surface, que mon masque, il agit véritablement sur les points de ma géométrie et non pas sur sa texture. Et si j'augmente la précision de ma géométrie, eh bien, on voit que mon effet devient de plus en plus fin. Alors pour l'instant, je vais laisser à 10 et je vais réafficher mes points. Maintenant, on va voir un peu l'importance de l'ordre des modifieurs. Je vais rajouter un modifieur de displace par-dessus ma géométrie. C'est-à-dire que c'est un modifieur qui va juste déplacer ma géométrie en fonction de ses normales, ainsi. Et je vais moduler son intensité en lui rajoutant un noise 3D. C'est-à-dire que là, eh bien, mon effet de déplacement va être modulé par ce modifieur-là. Et alors si je le mets en lecture, là, vous voyez ce qu'il se passe, c'est-à-dire que mon modifieur de colorize ne bouge pas, puisque d'abord ma géométrie est colorisée et ensuite elle est déplacée. Et si je mets mon displace avant le colorize, eh bien là je remarque qu'il y a quelque chose qui a changé, puisque maintenant ma géométrie d'abord elle est displacée, ensuite elle est colorisée et donc mon masque de sphère s'appliquera sur ma géométrie qui est déjà displacée. Alors que si je fais l'inverse, eh bien d'abord mon masque de sphère est appliqué sur cette géométrie-là, qui elle ensuite est displacée. Alors un petit trick qui pourra vous être utile, si vous sélectionnez des box points, là vous voyez qu'ils se déplacent en fonction des normales de l'objet, c'est-à-dire qu'ils suivent l'orientation de la surface sur laquelle ils sont instanciés. Eh bien je peux, en sélectionnant mes box points et en choisissant comme référentiel le world, c'est-à-dire le monde, au lieu des points sur lesquels ils sont instanciés, c'est-à-dire les vertex, et bien comme ça mes box restent toujours orientés dans le même sens. Alors avant de montrer la suite de la démonstration, je vais effectuer un petit changement, c'est-à-dire que je vais augmenter la taille verticale de mes box, comme ceci. Et maintenant, je vais leur instancier un point rotate, donc je vais faire un attribut point rotate, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que mon point rotate, il va coucher mes box, comme ça. C'est-à-dire qu'à 0% d'intensité, toutes mes box seront comme ça, tous mes points, tous les points de mon objet.
Et tous les points de mon objet, qui sont là synthétisés, symbolisés par des box, vont être orientés de cette façon-là, quand mon effet sera appliqué à 100%. Et maintenant, si je génère un masque par-dessus mon effet, eh bien, il se passera la même chose que ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que si je bouge mon masque comme ça, eh bien, l'effet ne sera appliqué qu'à l'endroit où se trouve mon masque. Alors moi, je veux que mes box, les point rotate, ils suivent le displacement de ma géométrie. Donc je vais faire un contrôle drag and drop de mon masque, de displace vers mon masque, vers mon point rotate. Et voilà, comme ça, j'ai mes box qui se couchent en suivant le displacement de ma géométrie. Alors pour la suite de ce tutoriel, je vais augmenter un petit peu la taille de mon plane et sa résolution. Voilà, comme ceci. Alors on va diminuer un petit peu sa résolution, comme ça. Voilà. Alors là, pour avoir le même masque sur mes deux modifieurs, j'ai dupliqué mon masque, mais il y a une manière un peu plus efficace de faire la même chose, c'est de grouper mes modifieurs. Pour ça, je vais sélectionner mes modifieurs et faire un CTRL-SHIFT-G. Et là, j'ai donc un groupe contenant mes deux modifieurs, et maintenant, si je passe de 0 à 100% sur l'intensité de mon groupe, eh bien, c'est l'intensité de mes deux modifieurs à la fois qui va se retrouver changée. Alors, si je mets sur ce groupe un masque en sphère, par exemple, eh bien, il se passe ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire que mes effets vont avoir une intensité de 0% à l'extérieur de mon masque et qui va progressivement aller jusqu'à 100% vers l'intérieur de mon masque. Alors j'ai une manière un peu plus précise de régler la modulation de l'intensité de mes effets. Là on voit que ce qui correspond à l'exponente du masque, c'est-à-dire ce qui permet d'appliquer plus ou moins l'intensité d'un effet à mesure qu'on va vers son centre, on va pouvoir régler cette exponente de manière précise. Alors l'exponente c'est un peu l'équivalent du phasor pour un masque 2D. Et pour régler ce phasor de manière plus précise, on va utiliser un function mask que l'on va transformer en masque de sphère qui se trouve ici. Voilà, et ce masque de sphère, alors je vais l'agrandir. Alors pour l'instant, il n'y a pas de différence avec ce qu'on avait avant. Je vais désactiver le colorize aussi, qu'on y voit un peu plus clair. Mais la différence maintenant, c'est que cette sphère, son phasor, il est généré par cette fonction, ici. Et cette fonction, mettons que je la mette par exemple en sinus, eh bien on voit directement ce qu'il se passe ici. Et cette fonction sinus, si je bouge son offset par exemple, alors je vais la mettre en repeat mode, je vais la faire se répéter 2 fois, et je vais animer son offset. Alors je vais utiliser pour cela juste une simple petite function queue, et les functions queue, on verra ça dans le prochain tutoriel, mais je vais juste créer une petite boucle ici, en faisant un create linear loop, qui va me créer ce petit module ici, sur lequel je reviendrai dans les tutos suivants. Et donc là, j'ai donc ce masque qui est géré, dont l'exponent est réglé par cette courbe-là, et qui me permet d'avoir eh bien, ce genre de petit effet sympathique de motion design. Maintenant que j'ai créé cette scène 3D, eh bien, chaque élément que j'ai créé, je vais pouvoir le modifier de manière dynamique en changeant à peu près n'importe lequel de ces paramètres. Par exemple, mon function mask, au lieu de faire en sorte qu'il agisse en fonction d'une sphère, je vais lui dire cette fois d'agir en fonction des coordonnées de texture de l'objet. Voilà. Et mon objet, je veux plus que ce soit un plane, mais finalement un torus. Et bien, si je change mon plane en torus, et bien, toute la chaîne de modifieurs et tous les effets que j'ai déjà paramétrés vont s'appliquer sur mon torus. Alors, pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe, je vais augmenter la taille de mon torus. Voilà. Et dans mon masque, je vais augmenter le nombre de fois que va se répéter le sinus. Alors, on va mettre 8. Voilà. Alors on avait vu dans le tuto sur le compositing 2D que l'on pouvait enchaîner des chaînes de modifieurs soit en local, soit en global. Donc c'est-à-dire soit sur tout l'objet, soit sur seulement un de ces afficheurs. Alors là en l'occurrence j'ai 3 afficheurs, alors je vais en garder que 2, seulement les box points et les tick lines. Et ce que je veux c'est que les tick lines et les box points n'aient pas tout à fait le même comportement.
Et bien pour faire ça, pour mettre instancier une chaîne locale de modifieurs, c'est-à-dire modifier seulement les tickline par exemple, je vais faire un CTRL-SHIFT-G sur les tickline, et je vais appeler ça chaîne modifieur tickline. Et maintenant, si j'ajoute par exemple un modifieur de displace sur mes tickline, eh bien vous voyez que ce modifieur de displace n'aura lieu que, ne va s'effectuer que sur les tickline et plus du tout sur le reste de l'objet. Alors, un groupe de modifieurs, un groupe de renderers, ce petit élément-là, il permet d'enchaîner des chaînes de modifieurs en local sur des renderers spécifiques, mais il a également des informations de placement qui permettent de l'orienter légèrement différemment. Alors maintenant, nous allons voir les lumières volumétriques. Alors je vais commencer pour ça par créer une point light. Voilà, alors premier constat, vous remarquerez que quand je crée une point light, eh bien, mes lignes sont affichées de manière beaucoup plus claire que mes box. Eh bien, c'est tout simplement parce que par défaut, les tickline sont auto-illuminés à 100%. Alors je vais sélectionner mes tickline et baisser cette auto-illumination à 0%. Et là, on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus cohérent. Alors, si vous allez dans les paramètres de la point light, dans ces paramètres avancés, vous voyez qu'elle a déjà un paramètre de volumetric light qui est activé. Mais j'ai toujours pas de volumétrique dans ma scène. Eh bien parce que la volumetric light c'est un élément à part que l'on retrouvera dans les special layers. Donc clic droit, special layer volumetric light. Et pour que la lumière volumétrique s'intègre bien à la scène, eh bien il va falloir que je la place après mes géométries. Si je la place avant, vous voyez que ça marche plus très bien. Ces volumetric light, elles se règlent de deux manières. Alors d'une part, dans les paramètres des lights, dans les paramètres avancés, où on peut activer, désactiver la volumétrique, ou changer sa couleur, qui sera différente de la lumière diffuse de la light, qui là est encore blanche, comme on peut le voir sur les réflexions de mes box points. Et je peux également régler ma volumétrique en sélectionnant l'élément volumetric light, et régler sa qualité, c'est-à-dire son nombre de samples. Par défaut, il est à 10, et il faut savoir que plus je l'augmente, plus ce sera précis, mais plus ça va faire ramer le logiciel, donc restez un peu prudent avec ça. Alors dans les lights, j'ai également un élément qui s'appelle le fall-off, qui se trouve tout en bas de ces paramètres, et qui permet de régler jusqu'à où la lumière va avoir une intensité, et comment va se dérouler son éclairage, c'est-à-dire comment est-ce que je vais contrôler l'intensité de la lumière depuis son point de source jusqu'à ses limites extérieures. Alors avant d'aller plus loin, je vais rajouter un petit modifieur qui s'appelle le Repeat. Alors pour ça, je vais sélectionner mon torus, faire un clic droit, Operator, Repeat. Ce modifieur, c'est un modifieur qui permet de dupliquer une géométrie et qui a des informations de rotation, de scale et de position. Hop, on va le mettre comme ça. Voilà, c'est très bien. Et on va ralentir un petit peu l'animation de mon noise. Alors comme je l'avais fait dans une loupe d'animation ici, je vais juste mettre 0.1 dans la vitesse de la lecture de la boucle d'animation, ou plutôt 0.5. Alors encore une fois, tous ces petits éléments de loop function, eh bien on les verra en détail dans le tutoriel suivant. Alors maintenant que nous avons notre scène 3D qui est prête, on va la rasteriser pour en faire un layer, comme un layer 2D. Et pour ça, je vais sélectionner mon torus, faire CTRL-SHIFT-C pour en faire une compo. Et je vais appeler cette compo 3D. Alors vous voyez qu'il y a un petit truc qui a cassé là. Et bien c'est tout simplement parce que j'ai séparé ma géométrie 3D de ma lumière volumétrique et de ma lumière tout court. Bien, je vais remettre ma lumière volumétrique dans ma composition, remettre ma lumière dans ma composition 3D. Et comme ça, j'ai ma composition 3D qui sera considérée à présent par ce mode comme un layer sur lequel je vais pouvoir effectuer n'importe quel type de modification. Alors la première modification que je vais pouvoir effectuer sur cette compo 3D, alors on avait vu dans le tutoriel précédent que l'on pouvait utiliser le modifieur anti-aliasing pour limiter l'effet de crénelage. Alors je vais mettre pause à mon animation ici.
Et là, on voit que c'est tout crénelé aussi. Et bien, l'autre manière que j'ai pour régler ce problème d'aliasing, c'est de sélectionner la composition qui contient mes objets 3D. Alors là, en l'occurrence, je l'ai mis dans une sous-composition, donc je ne vais pas sélectionner ma compo racine, mais la composition dans laquelle se trouvent mes objets 3D. Je vais aller en mode avancé. Et ici, dans qualité, je vais désélectionner automatique. Je vais lui mettre un multisampling à 8. Alors le multisampling, vous pouvez le monter jusqu'à très loin, mais cela dit, entre 8 et 16, il n'y a pas énormément de différence en termes de rendu, mais ça fait baisser beaucoup le framerate, donc autant rester à 8. Et j'en profite pour mentionner le pixel type en dessous, c'est-à-dire que par défaut, une composition dans ce mode, elle est en 8 bits par channel. Faut savoir que ça peut être utile de le mettre en 16 bits, notamment quand il s'agira d'avoir des informations de couleur très précises pour faire du displacement par exemple. Mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus pour le moment. Alors d'avoir mis mon contenu 3D dans une compo spécifique, ça a plusieurs intérêts. D'une part, maintenant je peux déplacer cette composition comme un calque indépendant. Et puis lui rajouter n'importe quel type de modifieur. Alors là, je vais utiliser un modifieur de Color Lookup Table Goldenizer 2. Mais ce que ça va me permettre de faire également, c'est de récupérer les informations de 3D qui sont situées dans ce calque et m'en servir pour masquer n'importe quel autre calque. Alors pour ce faire, je vais utiliser un uniforme. Mettons-le en bleu clair par exemple. Et voyons voir ce que ça donne si je le mets en additif. Et je vais lui mettre un masque de def. Et là, par défaut, il me dit qu'il n'y a pas d'information de profondeur dans mon masque. Et bien pour ça, il faut que je sélectionne la def map de ma compo qui s'appelle 3D, c'est-à-dire celle-là. Et maintenant, ça me permet de masquer mon calque en utilisant les informations de profondeur de ma géométrie. Voilà. Et ça va me permettre comme ça de refaire un peu de l'éclairage par-dessus. Et l'autre avantage, c'est que maintenant, comme je peux agir sur ma composition 3D comme si c'était un calque 2D, eh bien, je peux également lui rajouter un renderer et ainsi dupliquer mon animation à l'arrière sans baisse de framerate. Puisque là, encore une fois, comme je l'avais expliqué dans le tutoriel sur la 2D, ce mode décode une fois tout ce qu'il y a dans cette compo 3D et de l'afficher plusieurs fois en paramétrique, ça ne lui coûte pratiquement rien. Et pour conclure ce tuto sur la 3D, je vais juste vous montrer comment générer des particules, sans entrer dans les détails, puisque ce sera un tuto à part entière. Pour ça, je vais cliquer sur clic droit, 3D Layer, particules, et dans les presets, je vais utiliser Snow 2. Et maintenant, je vais remplacer mes Sprite Point Renderer par un renderer de box. Et voilà, comme ça, j'ai une petite neige de box qui tombe au milieu de ma composition. Et voilà ce qui conclut ce tutoriel sur la 3D. Le suivant sera sur les function queues, le début de l'animation dans ce mode. J'espère que ça aura pu vous être utile.